Bienvenue en 2020. On va commencer tout doucement, tout tranquillement. Je suis Patrick Béja et on est dans le rendez-vous tech. On va couvrir l'actualité tech de la semaine, des semaines précédentes, et puis un petit peu de la décennie précédente aussi. Alors, on va pas se lancer dans le débat de quand commence la décennie, on va laisser ça à des gens plus intelligents que nous, mais on va parler un petit peu de ça, et puis l'actu, évidemment, aussi. Et pour m'accompagner, comme je disais, c'est un début d'année et un début de décennie tout en douceur, et quoi de mieux pour commencer en douceur que d'avoir Corben avec nous. Manu, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Alors moi, je suis pas très en douceur là. Je suis super super motivé par 2020. Bonne année, Patrick. Bonne année Corben, bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est bon. Moi, c'est peut-être les crises avec le petit, la maladie. Je suis complètement. Ouais, ça a été un petit peu compliqué, comme toujours. Mais oui, donc tu es en forme, c'est bien. Tu vas apporter un peps et une énergie de fou à Ah cette ouais. émission. Depuis ce matin, je fais de la compta, des trucs relous, de l'administratif. Donc je suis content de faire un petit rendez-vous tech avec toi. Ça va me dégourdir un peu. Eh ben, écoute, j'espère que les auditeurs seront contents aussi de nous retrouver dans leurs oreilles, surtout s'ils sont coincés dans les transports. On pense à vous et j'espère qu'on va vous faire passer un bon moment et vous faire oublier vos soucis du quotidien Oh, vos en saucisses. et vos saucisses du quotidien aussi, ça c'est sûr. On n'a pas Cédric et Jérôme qui sont occupés aujourd'hui. Malheureusement, ils ont des impératifs qu'ils n'ont pas pu. Ils voulaient, comme toi, bien sûr, Quel se typo. débarrasser de leurs impératifs pour venir faire la fête avec nous, mais ils n'ont pas pu, donc on va être Mais juste tous les deux. ils sont pas encore dessoulés du nouvel an. C'est surtout ça, hein. Certainement, certainement. Et bien sûr, avant de se lancer, un grand merci quand même à Cyril Marois, Didier Lahaye, Roland Ziegler, Raphaël Chabert, F. Monet, Julien Toulor, Thierry et Gwenaël Heim, et tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est par là-bas que ça se passe, pour avoir l'émission sans pub et avec plein de bonus en plus dans votre flux privé. Bon, écoute, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu plein d'actu de ces dernières semaines. Ah oui, tiens, quand même, avant de se lancer, je voudrais rappeler aux auditeurs que les 2 épisodes précédents, qui étaient des épisodes spéciaux de vacances, c'est des épisodes à ne pas rater. Encore une fois, d'autant plus si vous passez beaucoup de temps dans les transports. Il y a l'épisode 329, qui était un épisode justement avec Corben, où on vous a expliqué tout ce qu'il faut faire pour ne pas se faire hacker. On a beaucoup parlé de les rançons logiciels, voilà, C'est c'est le nom ça. français, et de plein d'autres choses de sécurité. C'était vraiment un bel épisode. Et le 330, donc celui de la semaine dernière, c'était avec Benoît Curdi, et on a parlé de son rôle et du rôle en général de la tech et du secteur privé dans les interactions avec le secteur public. Et vraiment, il y avait des choses super intéressantes dans l'émission. Je pense que ceux qui l'ont écouté ont été vraiment pas séduits, mais enfin ont vraiment apprécié cet épisode un petit peu spécial. J'aime beaucoup faire les épisodes spéciaux comme ça quand on saute des épisodes d'actu, et c'était une occasion super de parler à Benoît de ce sujet-là en particulier. Donc si vous avez du temps à revendre, eh ben allez écouter ces épisodes, je pense que ça vous plaira. Donc je disais, on a des actus de ces dernières semaines qui correspondent un petit peu aux tendances que je note, moi, de ces dernières années. Donc ça va bien s'imbriquer. Donc on va parler un petit peu de 2010 à 2020 et en même temps de ce qui risque d'arriver à l'avenir. Alors on va pas faire année par année ou ce genre de truc, on va faire un épisode normal, mais dans cette veine-là. Et je vais commencer en lisant les trucs qui m'ont marqué ces dernières années, et puis tu peux me dire ce à quoi tu es, ce qui te parle ou pas. Ok. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 tendances générales, et puis une dernière que je vais te soumettre, Manu, et tu vas me dire si tu penses que je suis un petit peu fou ou pas pour les années à venir. La première que je note, qui va faire plaisir et pas plaisir à certains, parce que c'est toujours Apple, c'est que Apple, mine de rien, a survécu à la mort de Steve Jobs, a survécu et a même grandi. Alors, grandi
en taille, c'est certain. Ils ont encore battu un record de valeur boursière, la valeur de l'action et la valeur de la société ces dernières semaines. C'est une croissance qu'on aurait pu imaginer s'arrêter après la mort de Steve Jobs. Au niveau de l'innovation, je ne sais pas si ça s'aligne sur la taille de la société. Ça serait un débat pour un autre jour. Mais je pense qu'on était nombreux à se poser des questions sur l'avenir de la société, qui est l'une des sociétés les plus importantes de la tech, évidemment. On était nombreux à se poser des questions à la disparition de Steve Jobs et finalement, Tim Cook a quand même fait un beau boulot en tant que c'est un gars de l'opérationnel, quoi. C'est pas un type de la création, mais il y a quand même les Apple Watch, même si c'est pas les succès les plus fous de l'histoire, les AirPods qui sont mine de rien, je pense, l'un des plus gros succès de la décennie pour Apple, qui ont donné une tendance qui se retrouve absolument partout et je pense une tendance qui est là pour rester. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les chiffres correspondent à cette tendance. L'iPhone XR, 10R est l'iPhone le plus vendu depuis plus d'un an. Donc c'est un iPhone qui est un petit peu moins cher que les autres, mais donc c'est pas que des téléphones super super chers. Et encore, ces derniers trimestres, c'est leur téléphone le plus vendu. Donc ça explique un petit peu leur orientation avec les modèles plus récents. L'iPhone 10R, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est l'iPhone bon marché entre guillemets de 2018. Il y a aussi une grosse croissance en Inde, et ça explique peut-être aussi leur stratégie. En Inde, ils ont réussi à redresser le coup, et l'Inde, c'est évidemment le gros marché de croissance. C'est cette année, enfin l'année dernière maintenant, aux États-Unis, Apple et Samsung représentent 90% des ventes de smartphones. Ça aussi, c'est une tendance. Apple, évidemment, se démarque comme toujours, mais Samsung a réussi à prendre la place de tous les autres. Bien sûr, Samsung a une gamme extrêmement large, des bons marchés aux plus chers, mais Samsung a vraiment tiré son épingle du jeu. Là où, il faut s'en souvenir, au début de la décennie, il y avait énormément de prétendants au trône, et Samsung sont ceux qui ont réussi à s'en tirer le mieux. Et la dernière petite news intéressante pour l'actualité, c'est que dans les activations des téléphones pour Noël, 9 téléphones sur 10 aux États-Unis, on parle des États-Unis, mais 9 téléphones sur 10, c'était des iPhones. Ce qui est quand même... C'est conséquent, un petit peu fou, ouais. Et 9 sur 10, c'était des iPhones. Le dernier, c'est un Xiaomi. Donc, c'est pas un Samsung. Mais le plus vendu, enfin, le plus activé pour la période de Noël, on parle juste d'une semaine après Noël, c'est l'iPhone 11. Mais après, c'est iPhone XR, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus. Donc, mine de rien, la gamme d'Apple, et c'est la force de Tim Cook, elle est assez vaste, même si c'est des téléphones des années précédentes. Mais c'est un chiffre impressionnant. Alors, ça montre que, je pense, les iPhones, c'est quand même encore aujourd'hui des téléphones qui font plaisir, qu'on offre, là où souvent les téléphones sont en train de plus en plus, y compris pour les iPhones, mais sont en train de devenir des trucs utilitaires qu'on achète parce qu'on en a besoin. Là, ça a l'air d'être les cadeaux soit qu'on offre, soit qu'on s'offre pour Noël, quoi. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, le sentiment, je suis pas un expert Apple, donc tu pourras me dire, mais peut-être que Apple en sort plus souvent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux iPhones tous les 6 mois et des grosses gammes en plus, tu vois. Il y a pas, enfin, j'ai l'impression que ça vieillit pas trop. Les parcs n'ont pas le temps de trop vieillir et ça enchaîne beaucoup, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple, justement, c'est l'un des constructeurs qui en sort le moins. Alors, on a des rumeurs sur l'année prochaine, selon les rumeurs, il passerait à un rythme biannuel, donc 2 sorties par an. C'est arrivé par le passé où ils sortaient des petits téléphones moins chers en début d'année ou dans la premier tiers de l'année. Mais généralement, Apple, ils font des annonces à la rentrée et c'est leur gamme d'iPhone. Là où, effectivement, on a tendance à l'oublier, c'est que les anciens modèles restent dans la gamme. Mais c'est ça qui est la force d'Apple, en fait, au-delà du fait qu'ils sont les seuls sur leur OS, c'est qu'ils ont une gamme relativement claire. Il y a les téléphones de l'année, après, ça fait produit d'appel, tu vois. Donc, je crois que c'est la différence avec Samsung qui, là, pour le coup, ont non seulement leurs flagships qui sont sortis à 2 intervalles. En début d'année, d'ailleurs, il y a leur event qui arrive en février pour annoncer les nouveaux Galaxy.
en début d'année, et puis il y a les Note qui arrivent en milieu d'année, et ils ont plein d'autres téléphones aussi. Mais D'accord, ok, donc c'est juste une vue de l'esprit, quoi. Je pensais. je pense que c'est l'image d'Apple qui fait qu'ils sont toujours présents, mais étrangement ou ironiquement, c'est parce qu'ils ont leur téléphone de l'année. Je schématise, mais je crois que c'est ça qui fait le poids de leurs appareils, quoi. C'est pas qu'il y en a un tous les 6 mois ou un tous les 3 mois. D'accord. Donc bon, sur ce point, je pense que Apple a survécu, c'est indéniable au niveau poids. Une autre tendance, c'est que si on remonte à 2010 ou 2011, c'était pas évident que tous les médias seraient en ligne, ou en tout cas c'était une tendance qui semblait être plus difficile, mais aujourd'hui encore plus que on aurait pu le penser, entre YouTube, Netflix, les abonnements de streaming de musique, les jeux vidéo, même de plus en plus, tout est en ligne. Et on a des actus justement sur ce point. D'une part, YouTube est en train de gérer les questions de copyright et ils sont en train de faciliter la gestion des interdictions de vidéos qui sont déclenchés par des ayants droit sur des YouTubers. Ils essayent de faciliter le fait de répondre à ces interdictions en donnant des outils pour couper la partie qui a été strikée. On espère que ça va avoir un effet positif. C'est pas une solution idéale, mais on espère que ça va avoir un effet positif sur même l'attractivité de ces interdictions, parce qu'il y a plein de trolls qui vont aller interdire plein de trucs ou s'assigner les revenus d'une vidéo. Parce qu'ils estiment que une petite partie de la vidéo utilise du contenu qui leur appartient, là, ça pourra simplement trouver une réponse en enlevant cette partie de la vidéo. Il n'y avait pas d'outil pour faire ça encore. C'est incompréhensible que ça ait pris aussi longtemps. Mais bon, donc YouTube a pris une importance énorme, et dans les médias traditionnels aussi, tout le monde a une chaîne YouTube aujourd'hui. Il n'était pas évident. 2010, c'est loin, hein. On était encore aux vidéos de chiens qui font du skateboard, quoi. Netflix, évidemment, l'importance énorme qu'ils ont pris 371 séries originales, séries et films originaux en 2019 aux États-Unis uniquement. C'est plus que l'ensemble de l'industrie de la télévision. Alors en 2005, hein, on parle de 2005, mais ils produisent plus que l'ensemble de l'industrie de la télévision américaine il y a une quinzaine d'années. Et Netflix, ils étaient nulle part au début de la décennie. Donc ça, et c'est même en France, aussi. hein. Enfin, je veux dire, Netflix en France, ils se sont développés, c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, on pourrait penser que c'est un truc que américain, enfin entre guillemets, tu vois, avec beaucoup très adopté par les Américains. Mais en France, je vais pas dire tout le monde a Netflix, mais pas loin, quoi. Je me demande si ça a pas dépassé les abonnements Canal depuis un moment, hein. Eh ben, on est, je crois, les derniers chiffres, c'est que c'est la 5e chaîne en audience, la 5e chaîne de France, si je ne me trompe pas. C'est les chiffres que je... D'accord. Donc, oui, et des chaînes, il y en a beaucoup, ils n'existent pas depuis longtemps. La chaîne, entre guillemets, hein, parce que c'est une... Mais là encore, ça passe par Internet. Facebook est en train de... visiblement, selon certaines rumeurs, Facebook est en train d'essayer d'acquérir des droits avec des labels de musique. Donc, il est possible que Facebook aussi passe par vous propose un service de musique, Facebook Music, un jour. Ils ont déjà commencé en Thaïlande et en Inde, mais peut-être que ça va arriver. Et d'une manière générale, tous les médias maintenant sont en ligne. Et ça, c'était aussi une tendance dont on parlait, mais qui s'est réalisée, je pense, à ce point, peut-être un peu plus vite qu'on aurait pu le penser. Ouais. Et apparemment, j'ai vu un article hier, il y a encore 3 millions d'Américains qui reçoivent des films Netflix par la poste. Ouais, tu sais, j'ai vu que tu en parlais sur Twitter, tu t'interrogeais sur la validité des DVD aujourd'hui. Il y avait une promo sur des DVD. Ouais, mais les gens en n'ont pas fait, compris. non mais ouais, non, mais moi je parlais par rapport ça, au Blu-ray en fait, mais ce qu'on m'a expliqué c'est que le mot DVD c'est un peu le mot générique pour parler de tout ce qui est Blu-ray, DVD, tout ça. En fait, pour moi le DVD c'est une vieille techno, tu vois, c'est comme si on disait cassette au lieu de dire CD, quoi. Tu vois, enfin. Mais en fait, les DVD se vendent beaucoup plus que les Blu-ray, les vrais DVD, tu vois, se vendent encore aujourd'hui beaucoup plus que les Blu-ray. Ce qui est surprenant, je pense que les gens en fait sont passés à autre chose. Et ils ont sauté la case Blu-ray pour certains, ou en tout cas ils en vendent, parce que les gens qui sont plus prompts à acheter des Blu-ray, en fait ils sont déjà en ligne, je pense. Et les gens qui ont des DVD, c'est des gens peut-être plus âgés ou qui ont juste la machine, le lecteur de DVD sous la télé. C'est moins cher. Ouais. Oh, moins cher, je suis pas sûr. Hein. Les DVD sont moins chers.
Oui, mais ça te coûte 10 euros, moins cher que les Blu-ray, c'est sûr. Oui, Oui. c'est ça, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pas moins cher que de choper ton truc en ligne. Si tu veux acheter ton film un à un, bien sûr, mais avec les abonnements, ça te Ah revient oui, beaucoup non, moins c'est cher sûr, que. sûr. Et donc la tendance va bien sûr continuer, en particulier avec les services d'abonnement aux séries télé. On va parvenir sur le débat de la quantité d'argent qu'on dépense en abonnement. Moi, je reste convaincu que c'est une valeur pour l'argent qui est bien plus importante que ce qu'on avait par le passé. D'ailleurs, pour le prix d'un DVD ou d'un Blu-ray, on a un abonnement pour un mois qui nous permet de regarder 1000 millions de fois plus que ce qu'on pourrait avoir avec le Blu-ray. Mais... Donc ça, c'est une tendance également. La régulation, ça aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et ça s'allie peut-être à l'importance des GAFAM et à la gueule de bois de la tech qui a commencé il y a quelques années de ça, et la réalisation que la tech a bien sûr énormément d'avantages, et je pense qu'on a parfois tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain quand on parle de ces problèmes, mais ça n'enlève pas au sérieux des problèmes qu'on constate. Les problèmes que pose la tech, alors ils sont nombreux, hein, que ça soit dans le domaine évidemment de l'influence des sociétés tech sur tous les aspects de notre réalité. C'est un petit peu les Thanos, pour ceux qui aiment les films Marvel ou les comics Marvel, de notre univers. Ils ont une influence sur tout et ils ont leurs tentacules dans tous les domaines. Mais allié à cette réalisation que ça pose des problèmes, il y a la régulation. Et justement, je disais que l'actus vient s'allier à ces constatations. Le RGPD californien a été voté. Alors c'est le CCPA, je crois. C'est une sorte de RGPD qui s'applique aux sociétés qui font du business en Californie. Alors évidemment, toutes les sociétés américaines font du business en Californie, ont une présence en Californie, vendent des biens ou des services aux citoyens californiens. Et donc, cette loi californienne s'applique à eux. Et comme, de la même manière un petit peu que pour le RGPD, ils vont pas faire 60 versions de leur site et de leur service pour les différentes régulations, eh ben, ils sont là encore en train de se mettre au pas avec la CCPA. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a commencé à parler du RGPD, il y avait beaucoup de grommellement et de est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que c'est bien fait. Alors évidemment c'est pas parfait, mais sur ce point, comme d'ailleurs sur la question des taxes, vous vous souvenez qu'on en a beaucoup parlé aussi, de la loi sur la taxe sur les géants du net, que la France a beaucoup poussé et qu'ils ont fini par passer. Elle est en train d'être travaillée au niveau global, et ça c'est une chose que les gens n'imaginaient pas à l'époque, mais l'Italie vient de passer une loi similaire qui est en place le 1er janvier. La CCPA, ils ont 6 mois pour se mettre en conformité, mais l'Italie a fait la même chose que la France, une taxe de 3% sur les plus grosses sociétés du numérique, sur leurs biens, leurs revenus numériques. Et là encore, le monde, je crois, est en train de réaliser, après une première réaction de rejet, que ces choses-là, mine de rien, comme on en parlait d'ailleurs dans l'émission depuis des années et des années, on disait les problèmes de taxation et on dit pudiquement d'optimisation fiscale sont pas au niveau... Enfin, c'était mon avis en tout cas, elles sont pas au niveau des sociétés. Les sociétés, ils optimisent, parfois ils flirtent avec la morale, mais on doit se mettre en conformité avec la loi, pas avec la morale. Sinon, on ne sait plus ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, la solution était de changer la loi pour qu'elle soit plus en phase avec les réalités du monde numérique. Et ben, c'est ce qui s'est passé dans le domaine du RGPD, dans le domaine de cette taxation. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que la France et l'Europe ont été aux premières loges de ces changements. Et il semblerait, alors c'est encore un petit peu tôt, mais il semblerait que le reste du monde soit en train, petit à petit en tout cas, de se mettre au pas, ou pour certains d'entre eux en tout cas. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu ces dernières années plein de scandales, que ce soit notamment avec Facebook, Cambridge Analytica, etc., et y compris des éclaboussures au niveau politique, quoi, selon différents pays, comme les élections américaines, etc., qui ont, je pense, renforcé aussi cette envie pour les législateurs de faire des lois là-dessus, quoi, pour cadrer notamment sur les données personnelles.
Complètement, c'est tout à fait lié et c'est ça qui a provoqué en fait le la prise de conscience, je crois. Euh, donc c'est quelque chose qui a été hyper important aussi. Les scandales Parce ça a que été le réveil après ce que je veux dire aussi, c'est que les GAFA sont pas juste des grosses boîtes qui gagnent beaucoup d'argent et que les pays vont taxer parce qu'ils payent pas, ils payent pas enfin, ils optimisent, on va dire. Et mais c'est aussi des boîtes qui ont un peu fait n'importe quoi avec les données des gens et qui ont, enfin Bien voilà, sûr. qui ont laissé un peu trop faire, quoi. Il y a trop de laxisme, ça a pas été bien géré. Donc quelque part, elles ont aussi un peu tordu le bâton pour se faire battre, quoi. Soit en optimisant trop et que ça se voit trop. Je pense à Amazon beaucoup aussi. Et puis en faisant n'importe quoi avec les données personnelles. Enfin, ça a Bien commencé à sûr. se voir, puis ça concerne tout le monde, donc forcément tout le monde s'y intéresse. Bah oui, on se souvient tous enfin, tu parles d'Amazon, mais il y avait Apple, Oui, Google, le double Irish avec sandwich luxembourgeois, ouais, ces histoires-là. Et puis bien sûr, le RGPD, c'est une réponse directe aux problèmes de sécurité, et c'était le Far West. Et d'une certaine manière, je crois que c'est un peu normal. Je crois qu'il est toujours dangereux d'aller légiférer au tout début, quand on ne sait pas comment ça se passe, quand on ne sait pas ce qu'il est possible de faire, c'est ouais, dangereux et ça peut être inefficace. Mais là d'accord. où on a une approche différente, je crois, en France et en Europe, avec tous nos atermoiements, toutes les difficultés de trouver une voie commune en Europe, parce qu'on est beaucoup, on a tous des avis différents sur plein de choses. Mais la différence entre, on va dire, le style européen et le style américain, c'est que souvent aux États-Unis, encore que la Californie montre que c'est pas forcément le cas, mais souvent aux États-Unis, ils ont tendance à dire, il faut jamais légiférer. Ou la législation, c'est toujours problématique. Alors qu'en France, encore une fois, je vais dire en Europe, on dit, bon ok, on vous laisse faire le Far West pendant quelques années, ça va foutre le bordel, il va y avoir des problèmes, et après, une fois que les choses se reposent un peu, ça a été le cas pour Uber, pour Airbnb, pour plein d'autres, et on est encore en train d'essayer de trouver les meilleures solutions, mais au bout d'un moment, on essaye de mettre les choses dans la loi pour orienter, encadrer. Et oui, les lois ne vont pas être idéales. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à redire sur le RGPD, sur les lois, sur les taxations et sur tout ça. Mais c'est un truc qu'on dit beaucoup dans l'émission aussi. À un moment, si on cherche les objections à des choses qu'on veut faire et qu'on demande à tout le monde, il y aura toujours des gens pour pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Et C'est évidemment sûr. que c'est le cas. Et il y a des choses qui vont pas. Mais si à chaque fois qu'il y a une ou deux ou 10 choses qui vont pas dans un projet, eh ben on le fait pas, ça veut dire vraiment concrètement qu'on ne fait plus rien. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont pas idéales. Et là, je crois que j'ai l'impression qu'en Europe, on a une bonne voie du milieu, en quelque sorte. Bon, on sort un petit peu du cadre, mais en tout cas, ce qui est de cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la régulation, avec ses bons et ses mauvais côtés, est en train de devenir une réalité plus globale encore que il y a quelques années. Et surtout, ça se répercute au niveau mondial. C'est-à-dire que le C'est RGPD, ça, qui est une oui. loi européenne, c'est partout maintenant. Enfin, je veux dire, tout le monde Bah, a dû en tenir compte. tout le monde doit en tenir compte parce que tout le monde a des opérations en Europe, mais même plus que ça. Le RGPD a fait des émules, notamment avec le CCPA, et Oui, oui, il n'est pas impossible d'imaginer que d'autres États américains ou d'autres pays prennent exemple sur ces lois et les implémentent à leur manière aussi, quoi. oui. Tu parlais des problèmes de sécurité, et ça m'amène à la question de l'intelligence artificielle, du capitalisme de surveillance, qui est un terme qui est très à la mode et qui est tout à fait approprié, et de la surveillance tout court. Ça aussi, c'est une tendance énorme. L'intelligence artificielle qui permet notamment de faire de la reconnaissance faciale, qui est utilisée notamment en Chine et dans d'autres pays plus ou moins dictatoriaux, qui est une tendance énorme, et le capitalisme de surveillance, qui est un petit peu le cousin de ça, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on entend par capitalisme de surveillance, c'est-à-dire l'utilisation des données qu'on peut obtenir sur les utilisateurs par différents biais, généralement, on va dire aujourd'hui, avec leur consentement, plus ou moins tacite, et utiliser ces données pour
faire de l'argent. Bah là, ça a été confirmé comme le business model de l'ensemble, ou pas de l'ensemble, c'est pas vrai, mais d'une majorité des acteurs du net. Il y a quelques exceptions. On va dire que Apple essaye de faire différemment. Microsoft, d'une certaine manière aussi. Ils ont un pied dedans, un pied dehors, mais ils essayent de faire différemment. Mais dans l'ensemble, on va dire que le net tourne grâce au capitalisme de surveillance. Et puis, d'une manière générale, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, tout ça, c'est des tendances qui ont été hyper importantes. Ouais. Je pense qu'on est juste d'accord sur tout ça. Oui, on est d'accord. Mais il y a les éléments négatifs, mais là encore, l'actualité, il y a un nouvel outil de Google qui permet de passer en revue les mammogrammes pour détecter les cancers du sein. Et ils ont réussi à obtenir un niveau où ils avaient moins de faux positifs et de faux négatifs que les experts humains. Et ça, c'est une tendance qui, là encore, s'est développée ces dernières années, dans la deuxième moitié de la décennie, on va dire, où on utilise la reconnaissance, dans ce cas-là, pas faciale, mais la reconnaissance par intelligence artificielle et par machine learning, dont on a beaucoup parlé, pour remplacer avantageusement les détections de médecins. Alors, remplacer, le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, pour guider, ça devient des outils qui sont utilisés, on va dire, pour le bien, parce que, évidemment, si on réussit à détecter plus vite et mieux ce type de problème, eh ben, c'est forcément positif, quoi. Donc, il y a des trucs positifs. Après, pour moi, le gros point noir, c'est effectivement l'utilisation de ces outils pour surveiller, par les États et les gouvernements pour surveiller les citoyens. Peu importe les pays, mais bon, ça se fait beaucoup en Chine, par exemple. Donc ça, c'est pas très... Enfin, en tout cas, même si c'est légal, parce que... Ah bah oui, en Chine, ils disent que c'est légal, donc c'est légal, oui. C'est légal, mais forcément, ça pose plein de problèmes, hein, voilà. Et l'autre truc aussi que j'ai remarqué comme tendance, moi, c'est que ces outils aussi, enfin, certains de ces outils étaient accessibles aux particuliers. C'est-à-dire que il y a des systèmes, des sites, etc., qu'on peut consulter, qui font de la reconnaissance faciale, et on peut retrouver l'identité de personnes inconnues comme ça, sans avoir de moyens ni financiers ni techniques. Enfin, je veux dire, il y a des outils comme ça qui sont à portée de monsieur et madame tout le monde, qui peuvent aussi quelque part devenir un peu Big Brother eux-mêmes et espionner leurs voisins d'une certaine manière, quoi. Tu me donneras les noms des sites juste pour que je sache de quoi il s'agit par curiosité professionnelle. Non, mais c'est pas des sites très compliqués, hein. T'en as deux. Le premier, c'est Google Images. Oui. Alors, Google Images, il te trouve des images qui ressemblent à des images. Ils font pas vraiment de la reconnaissance faciale, mais c'est-à-dire que tu vas mettre une photo de toi en noir et blanc, etc. Il va te sortir peut-être d'autres photos de d'autres gens qui te ressemblent en noir et blanc. Voilà. Mais tu vas sur l'équivalent de Google russe qui s'appelle Yandex, qui propose le même service. Je mets une photo de toi, là il va me sortir d'autres photos de toi. Donc tu vois, c'est vraiment là c'est de la reconnaissance faciale pure, quoi. C'est-à-dire qu'il va utiliser tes traits, il va te sortir d'autres photos de toi, même si c'est pas, et ça n'utilise pas de métadonnées ou quoi que ce soit, hein. Je dis pas c'est Patrick Béja sur les photos, tu vois, ça va chercher des photos de toi, etc. Donc il y a plein de problèmes comme ça avec voilà des anonymes d'internet, que ce soit des gens qui posent des photos d'eux sur les réseaux sociaux ou autres, qui sont faits, dont la vraie identité a été trouvée simplement en faisant ça, quoi. Et du coup, quand tu retrouves les photos, tu peux savoir d'où elles viennent et donc remonter la piste de cette manière, quoi. En fait, il suffit. Je prends quelqu'un dans la rue en photo, ok, je prends sa tête en photo. Ah oui, d'accord. Je le chope sur Internet, sur une vidéo, en arrière-plan ou ce que tu veux. Je la passe dans Yandex, c'est le Google Images russe, quoi, en gros. Et puis, si ça match, il va peut-être me sortir son compte Instagram ou Facebook. Il va me sortir d'autres photos de la même personne. Donc après, il y aura peut-être son Facebook, son Instagram, son Twitter, etc. Donc là, tu peux rematcher avec une identité, quoi. Oui, effectivement, ouais. Et la tendance, c'était, la techno, elle est là, mais là, ce qui est intéressant à observer, c'est que ça, c'est accessible à n'importe qui. Donc, bien sûr, oui. Voilà. Ouais, bon, donc à savoir, effectivement. Une autre tendance qui aurait pu disparaître, mais qui a continué, c'est les crypto-monnaies et le blockchain, dont la progression a été peut-être un petit peu plus lente qu'on aurait pu le penser, mais qui sont certainement encore bien présents et en train d'être implémentés dans différents domaines de notre société. Peut-être que ça vaudrait le coup de refaire un épisode sur la blockchain, justement, comment c'est
implémentée dans des utilisations parfois peut-être un petit peu surprenantes. C'est une technologie d'infrastructure, on va dire, pour certaines utilisations et certaines sociétés et certaines industries. Mais oui, ça, il n'y a pas énormément à en dire, mais crypto-monnaie et blockchain sont encore là, n'ont pas eu l'explosion peut-être qu'on pourrait leur prédire, mais n'ont certainement pas disparu non plus. Pour moi, ça explose, mais on le voit pas, on n'entend pas trop parler. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que bon, il y a la crypto-monnaie à un côté avec les frasques du Bitcoin et puis les gens qui font n'importe quoi et puis voilà la manipulation sur les marchés. Enfin bref, tout le truc qu'on voit aux infos ou en surface, etc. Tous les scandales, etc. Mais après, il y a la techno blockchain qui est elle, qui au début a été intégrée dans des startups qui faisaient que, en fait, qui faisaient que de la blockchain ou qui faisaient, enfin, qui communiquaient en tout cas entièrement sur cet aspect blockchain. Mais en fait, la blockchain, c'est quoi? C'est juste une base de données, tu vois. C'est, voilà, en gros, c'est ça. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est une base de données. Et en fait, cette techno, maintenant, elle est intégrée dans d'autres services, dans d'autres entreprises, etc., qui communiquent pas forcément dessus et qui l'utilisent comme un outil lambda, quoi. Donc quelque part, en fait, la blockchain, ça se répand, je pense, comme une traînée de poudre, mais on en entend moins parler parce que toutes les startups buzzwords du début, maintenant, ça commence un peu à se tasser. Il y a eu plein de scandales, plein de trucs qui ont fermé, etc. Et la techno, elle est suffisamment mature maintenant pour être utilisée par des grands groupes, des grosses boîtes, et enfin voilà, des gens dont le cœur de métier, c'est de faire autre chose que de la blockchain et de la crypto-monnaie ou de la crypto-monnaie. Et quelque part, voilà, ça se démocratise, quoi. Mais on entend moins parler, ouais. Ouais, oui, c'est vraiment dans le background, c'est de l'infrastructure et ça sert à plein de choses, mais qu'on voit pas forcément. Peut-être qu'à un moment, on essaiera, oui, comme je le disais, de faire un épisode mise à jour. On avait déjà fait un épisode sur la blockchain, mais on essaiera d'en refaire un à un moment. Et puis là, si on veut regarder, donc blockchain, crypto, ça va continuer à évoluer. Je pense que tout ce dont on a parlé va continuer à évoluer. Si on parle des 5-10 prochaines années, il y a deux petites choses. C'est un petit peu anecdotique, mais je voudrais en parler quand même. D'une part, la 5G, je vais faire une prédiction un petit peu, comment dire, un petit peu risquée. Béjanamus. Béjanamus, ouais. Ouais. Je crois que la 5G, ça va un peu faire plouf ou pouette, ou je ne sais pas comment dire. Ça va être un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Alors, tout le monde va l'avoir parce que tous les téléphones vont être 5G par défaut. Mais je pense que ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Il y a des soucis avec les implémentations de la 5G parce que la plus rapide ne traverse pas les murs et elle a une très faible portée. Et la plus lente, ça change pas énormément de la 4G, il y a moins de latence, mais pour tout un tas de raisons, je me demande si le passage à la 5G va pas être aussi impactant que le passage à la 4G, tout simplement. Et peut-être que la 6G changera quelque chose à un moment, mais je me demande si... Enfin, le truc, c'est que la 5G, elle va forcément arriver, comme je le disais, parce que tous les téléphones le feront et les réseaux vont être déployés. Mais je pense que les gens vont pas vraiment voir une grosse différence entre la 4G et la 5G. Il n'y aura pas d'usages essentiels qui vont être grand public. Peut-être que la latence très faible va permettre des choses pour certains groupes. Je ne sais pas, on parlait très souvent de chirurgie à distance qui a besoin d'un temps de réponse hyper important, enfin hyper faible. Pareil pour les automobiles qui puissent communiquer avec un temps de latence minimal. Peut-être même le streaming de jeux vidéo qui a besoin d'un peu de latence, mais je suis pas convaincu que ça ait un impact hyper important, contrairement à la 4G qui là a vraiment changé beaucoup de choses. Ouais, non, Donc, moi c'est ma prévision. je suis assez de ton avis, mais ça va juste rouler, enfin, ça va évoluer comme tout le reste en fait. Ça va être Ouais. assez transparent, je pense. Après, peut-être que pour, comme tu disais, certains usages, moi je pense notamment aux gamers, plus en mobilité, qui ont besoin de De rapidité, etc. réactivité, ouais. Parce que maintenant les jeux, en plus sont dans le cloud, ils sont même plus installés sur ton Ah, ordi. c'est ça, Donc le streaming de jeux vidéo voilà, n'est donc pas aussi possible avec la 4G, oui. voilà, donc alors que du Netflix avec la 4G, bon bah ça passe crème, hein. Donc voilà, mais à part ça, effectivement, je pense que la plupart des gens, bon, tout le monde aura un téléphone 5G, mais ça va pas changer grand-chose, Mm. quoi. Et le deuxième truc dont je voudrais parler, qui là encore est un petit peu de Patrick, comment t'as dit, Béjadamus, Patrick Damus, Janamus. euh, c'est le compagnonnage virtuel. Il y avait un article intéressant sur BuzzFeed sur les Japonais qui utilisent le chien robot de Sony, le Aibo, qui existait il y a très longtemps mais qui a été relancé il y a 2 ans, je crois, euh,
qui l'utilisent comme compagnon, et je me demande si on ne peut pas étendre cette idée à quelque chose de plus vaste, pas simplement avec des animaux robotiques ou des trucs physiques, mais même des choses virtuelles. J'irai pas jusqu'à dire qu'on va avoir le film Her dans la réalité, mais des amis, des compagnons, des petits animaux virtuels, genre les Tamagotchi stéroïdifiés, quoi. Mais juste le fait d'avoir des présences entre l'intelligence artificielle, la reconnaissance des visages, des émotions, le fait que les voix soient de plus en plus réalistes. Là, je parle pas du tout de quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit, le compagnonnage des amis, des présences, peut-être pour des personnes âgées ou pour des gens qui se sentent seuls, des trucs même un peu thérapeutiques. Je me demande si dans les 5-10 prochaines années, ça va pas devenir une ouais. tendance... Ah, Alors, peut-être que tu vas me dire que c'est déjà non, dans non, les alors, je suis dans très les tuyaux, intéressé mais... par le sujet parce qu'en fait, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que ben, les gens, de manière générale, sont de plus en plus seuls, ou en tout cas isolés, et les échanges qu'on a tous sont de plus en plus superficiels, et j'ai l'impression que les gens se comprennent de moins en moins. Enfin voilà, c'est un espèce de constat personnel, hein, c'est peut-être pas vrai. Et quelque part, il y a beaucoup de solitude un peu partout, et notamment dans nos pays. Enfin, je veux pas dire, voilà, enfin, dans nos Occidentaux. pays occidentaux, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Dans les grandes villes, etc. Tout le monde se côtoie, il y a beaucoup de monde, mais tout le monde est un peu tout seul avec ses idées, tout seul avec ses émotions, ses sentiments, et voilà, c'est toujours compliqué. Et je pense que ça, c'est un vrai truc qui va arriver. Et tu parlais de Her, et j'ai vu un reportage sur Netflix là-dessus sur les compagnons virtuels. Alors ça faisait partie d'une petite série, je crois que ça s'appelle Bref, mais je suis pas sûr. C'est à vérifier, mais ça parlait un peu de tout ça. Alors il y avait plein de trucs, tu sais, sur les robots sexuels, tous ces trucs-là, mais bon, ça, c'était pas très intéressant. Ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'était un jeu sur Nintendo DS, et il y avait un japonais, alors c'est un personnage en fait sur Nintendo, je sais plus son nom, hein, c'est un truc d'anime en fait, hein, d'animé de manga, qui est donc une jeune demoiselle, et au Japon ils ont un terme pour désigner ces gens-là en fait qui ne veulent pas se mettre en couple, qui veulent pas avoir une femme, une vraie femme. Alors c'est des mecs, hein, donc c'est pour ça que je parle de mecs, et qui préfèrent quelque part avoir comme relation amoureuse un personnage de jeu vidéo. Et donc ce jeu sur Nintendo DS, ça va pas chercher bien loin, hein. On n'est pas du niveau d'heure effectivement, mais c'est du chatbot quoi en gros, avec la Nintendo DS, avec le jeu. Et le mec, alors je voyais le reportage, donc il y avait un jeune japonais, enfin un jeune, le mec il avait 30 ans quoi, tu vois, et en fait c'était sa femme quoi, en gros ce jeu. Donc il l'emmène au resto, voilà, sa mère lui passe le bonjour, mais tu vois, sa mère, tu sens qu'elle est triste, tu vois, qu'elle se dit merde, Oui, bah, bien sûr. Oui. j'ai pas de belle-fille, j'aurais peut-être pas de petits-enfants, etc. Tu vois, tu sens que ça pèse sur elle, mais le mec Ouais, il suffit de lui faire un jeu Nintendo DS petits-enfants, tu vois, ou sur Switch ouais, c'est maintenant. ça, mais Et donc, elle aura ses petits-enfants. Mais le faut mec, à se fond, le méfier. mec la considère comme sa femme. Alors ouais, Je crois qu'il faut se méfier d'une part... Pardon, je te laisse finir, vas-y. Non, mais enfin, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que le gars, c'est l'amour de sa vie, quoi. Je veux dire, il la trimballe avec lui, quand il va au restaurant, il y va seul avec elle. Enfin, tu vois, et avec ce jeu. Et pour lui, Ouais, c'est il y a à deux, quoi. Enfin, il a une vraie relation, en fait. Alors après, c'est un reportage, etc. Donc, je sais pas jusqu'à quel c'est point ça le truc. c'est réel. Mais ça m'avait l'air d'être un genre de délire qui avait l'air de se répandre un peu. Et ils ont un mot pour ça au Japon. Enfin, après, ils ont un peu des mots pour tout, mais Ouais. il y a un nom Il y a, là-dessus. je crois qu'il y a... d'une part, il faut se méfier de ce type de reportage un petit peu sensationnaliste, qui fait de cas exceptionnels, qui donne l'impression que c'est plus général que ça ne l'est. Donc je pense que sur ce point, il faut le savoir. Et d'autre part, très important, le Japon, c'est quand même un pays très très particulier, avec des problèmes sociaux très particuliers. C'est certain qu'au Japon, il y a de gros soucis, parce que les gens ne veulent plus être en couple. Enfin, les gens. Il y a une partie croissante de la population jeune qui n'a pas de relation amoureuse ou romantique ou de relation de couple. Et le Japon, c'est quand même un pays très spécial. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup étudié le pays.
quand je dis à mes amis qui sont handicapés émotionnellement, les Japonais, on a toujours tendance à me penser que que j'exagère, que machin. Ils ont un vrai problème sociétal de maturité émotionnelle. Donc c'est vrai qu'au Japon, il y a ce genre de problème qui se pose, et ça ne veut pas dire que tous les Japonais sont dans ces cas de figure, mais il y a une partie préoccupante de la population qui l'est. Ça ne veut pas dire que ça s'applique au reste de la population mondiale, j'aurais même tendance à penser que non, et je me demande si des technologies comparables ou similaires pourraient pas être utilisées de manière un petit peu plus saine, oui, de manière un petit peu plus saine pas pour remplacer des choses, mais peut-être pour combler des manques. Tu vois, Je vois ce que tu as. Oui, oui. Un peu comme quand t'es tout seul chez toi, t'allumes la télé pour te faire une présence, quoi. Voilà, un petit peu. Un peu ça. Des choses qu'on fait. Et peut-être que... Bon, enfin... C'est Alexa, c'est la domotique, tu discutes avec... voilà, tu dis, mets-moi de la musique, raconte-moi une histoire, trouve-moi la recette de machin. T'es plus tout seul, quoi, quelque part, parce que t'interagis avec un système. Ouais. Et là, on est encore au tout début technique de ce que peuvent faire ces interactions, mais peut-être qu'à terme, ça donnera quelque chose de plus. Bon, on verra. C'est une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Donc, ouais, moi, je pense que en tendance comme ça pour le futur aussi, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est deepfake. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que ça va commencer à poser... Enfin, apparemment, ça commence à poser beaucoup de problèmes. Donc, ça va être un gros sujet, je pense, dans les années qui viennent, ça. Au niveau de la loi, au niveau de l'analyse, de plein de choses. Je pense que ça risque d'être un moins gros problème qu'on ne le pense, parce qu'on a déjà l'habitude d'images... fausses, d'images artificielles avec Photoshop et avec ce genre de trucs. Aujourd'hui, quand on voit une photo qui est tellement invraisemblable qu'on se dit, bon bah ok, c'est Photoshop, même si on ne voit pas techniquement que ça a été photoshopé, on se pose la question. Et je pense que la transition intellectuelle de se dire c'est le cas sur les images et ça peut être le cas sur les vidéos va être moins problématique qu'on pourrait le penser. Donc c'est pas qu'on va les détecter. Il n'y a pas que la vidéo, il y a le son aussi. C'est-à-dire que bien sûr. Tu pourrais copier ta voix, quoi, en gros, et faire dire n'importe quoi, tu vois, par exemple. Tout à fait. Mais on se posera la question quand on aura un petit peu plus d'habitude. On se dira, ah ouais, ça c'est un peu bizarre. C'est pas qu'on va y croire les yeux fermés. Tu vois, c'est qu'on va se dire, est-ce que c'est un vrai ou pas? Mais c'est vrai que déjà ça peut poser des problèmes. Mais pour l'instant, on est à cette période où la majorité des gens n'ont pas conscience. En plus, enfin, je veux dire, tu prends un gars du Moyen-Âge, tu lui montres un film récent en 4K avec des effets spéciaux, il va croire que c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc là, c'est un peu pareil. Nous, on connaît bien le deepfake, on en voit tous les jours sur Internet. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. On se dit, tiens, là, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Mais tu montres ça à quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie, qui traîne pas sur le net et qui, enfin voilà, il peut facilement se faire avoir, tu vois. C'est un peu le même concept qu'un spam bien fait. Donc ça peut être utilisé. Enfin, en tout cas, au début, je pense qu'il va y avoir plein de problèmes. Après, oui, ça va se tasser parce que les mecs sont déjà en train de bosser sur des technos pour détecter les faux. Puis les gens vont s'habituer, l'œil des gens va s'habituer à détecter tout ça, quoi. Mais mine de rien, c'est vrai qu'un effet pervers auquel on pense pas forcément, c'est que si jamais on n'est pas sûr que quelque chose est réel ou pas, du coup, on peut jeter l'éponge et se dire, ah bah, de toute façon, on ne sait pas. Et donc, arriver à un état où on se dit, bah, de toute façon, rien n'est on est sûr de rien, donc rien n'a d'importance. Et avant de dire ah bah non, on n'arrive pas à ce point-là, c'est un petit peu ce qui se passe sur l'information. Déjà aujourd'hui, notre gros problème, quand j'évoquais les questions des tentacules de tous les GAFAM, le problème qu'on a aujourd'hui principal, peut-être d'ailleurs que je ne l'ai pas mentionné, mais il était induit dans ce dont je parlais, c'est que pour l'information, on en a tellement qu'on ne sait pas ce qui est vrai, et donc on a tendance à jeter l'éponge parfois, à se dire, bah, de toute façon, on ne sait pas, donc je vais arrêter de m'en préoccuper, ce qui peut être très, très problématique. Et donc, oui, si les deepfakes deviennent suffisamment réalistes, peut-être qu'on va se dire, bah, est-ce que Macron et Martinez sont sortis en dîner en amoureux tu vois, non, mais même courte paille de machin, Même le truc fake news, enfin, je veux dire, même sans aller jusqu'au fake news, moi, tu vois, par exemple, là, ce que tu dis là, pourquoi s'en préoccuper, qu'est-ce que ça peut faire, finalement, on sait pas, et on va rester dans cette espèce de zone de flou. Je l'ai eu cette semaine là, parce que il y a Le Monde qui a sorti un article sur Carlos Ghosn où ils disent que le mec a vendu les droits de son histoire à Netflix. Bon, ok, donc moi je crois Le Monde, hein, c'est quand même une source fiable, etc.
Là-dessus, il y a d'autres médias qui ont, enfin, tout le monde a repris l'info, y compris des médias étrangers. Et apparemment, alors après, j'ai pas été, enfin, moi, j'ai pas été tapé T'as à pas la été porte de fouillé plus Netflix. loin, mais oui. J'ai pas été fouillé plus loin, mais apparemment, Netflix aurait dit à encore un autre média qu'en fait, non, c'est faux, c'est pas vrai. Et du coup, moi, je suis là dans une espèce de flou où je sais pas qui dit la vérité. Tu vois, est-ce que Netflix, en fait, a fait machine arrière et Le Monde était dans le vrai et ils ont eu un tuyau sûr? Est-ce que c'est Le Monde qui a réagi trop vite, qui a dit une connerie? Est-ce que, enfin, tu vois, on n'en sait rien. Et du coup, bon, je vais pas me prendre la tête là-dessus, tu vois, mais je suis dans exactement ce que tu dis dans ce cas de figure-là et on n'est pas sur un truc de fake news que j'ai Non, vu non, sur Facebook, tu vois. c'est ça c'est le problème du chaos créé par les... Et c'est pour ça que certains hommes politiques peuvent se permettre de dire des mensonges Ouais, ouais. éhontés de tous les bords, hein, c'est pas Ouais, exclusif, ouais, ouais, c'est mais sûr. hommes politiques et tout, et dire des choses qui sont prouvablement fausses. Et bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont savoir que c'est pas vrai, mais il y en a plein aussi, peut-être suffisamment parce que les marges sont assez faibles. Il suffit que 2, 3, 4% des gens se disent bon bah de toute façon j'en sais rien, et du coup ça peut faire basculer un truc quoi. Donc bon, Ah, bref, mais c'est ça, j'en ai 2 par semaine des exemples comme ça qui se passent dans ma tête de trucs que j'entends aux infos, puis après, ou même que je lis sur Twitter, je vais lire un article sérieux sur un sujet, je leur poste, il y en a un qui me dit mais non, en fait, c'est n'importe quoi, qui va me donner une contre-source qui contredit le truc. Hmm. Ok, donc je me fiche sur la deuxième source en me disant bon bah ok, la première a été un peu vite en besogne. Et puis après, encore une troisième source qui est encore plus proche du truc qui te fait revenir sur la première. Enfin, tu pètes un câble, quoi. Et donc, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir des gens fiables qui peuvent vous donner des informations auxquelles vous pouvez faire confiance. Et ça, c'est la confiance, comme par exemple le rendez-vous tech auquel vous pouvez faire confiance. Et Voilà. si vous pensez que ça c'est important, et je pense qu'on a bien démontré que c'est important, peut-être que vous souhaiterez le soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech, comme le font de nombreux auditeurs. C'est vraiment le moyen de soutenir l'émission. C'est l'essentiel, l'immense majorité du financement de l'émission. C'est grâce à vous et grâce à ce biais qu'elle existe. Donc, si vous avez une bonne résolution, vous dire il faut faire soutenir les choses importantes et la confiance est une chose importante, et ben peut-être que vous pourrez aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech, $1, $2 par épisode. Toutes les contributions aident et comptent. Donc merci à tous ceux qui le font et allez vers le lien qui est présent dans les notes de l'émission pour soutenir, et ça prend vraiment 1 minute. Donc même si vous êtes dans les transports, vous pouvez le faire super rapidement et je vous en remercie très chaleureusement, comme je remercie d'ailleurs Guillaume Borde et Salah Eddine qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcasts. Guillaume dit le meilleur tout simplement. Si vous ne deviez écouter qu'un seul podcast sur la tech, le Rendez-vous Tech est fait pour vous. Il m'accompagne depuis 10 ans. En 1 heure, vous avez une analyse objective des événements. On essaye de tendre vers l'objectif de la semaine et tous les aspects de la tech sont abordés. Je passe le reste du commentaire, il a été très généreux avec son appréciation. Merci Guillaume. Salah Eddine dit un vrai compagnon ce podcast. Tiens, j'avais même pas pensé à les questions de compagnonnage, mais peut-être que c'est moi votre compagnon virtuel. Je suis votre ami, votre toujours présent pour vous toutes les semaines. J'écoute Notre ce Tamagotchi. podcast. C'est Faut ça. pas oublier de te nourrir. Après Béja Damus, Béja Gochi, c'est ça? Patrick Gotchi. J'écoute ce podcast en voiture à mon retour au boulot 1 fois par semaine, un vrai compagnon de route. Il distille les infos tech avec un avis qui sort de l'ordinaire grâce à la qualité des invités. Il parle de toi, Corben. La simplicité de l'explication, c'est une chose sur laquelle on travaille beaucoup, que ça soit compréhensible, et la convivialité des échanges. Tout simplement, je l'adore. Merci à toi, Salah Eddine, merci à Guillaume, et merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes de podcast. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est un truc dont j'avais besoin à ce moment-là et vous avez répondu présent. Donc, que ce soit ça ou que ce soit le soutien sur Patreon, merci à vous tous. Comme je le disais, c'est l'essentiel du financement de l'émission. Donc, merci à tous ceux qui choisissent de devenir patriotes. Et comme Et envoyer de l'amour. Aussi, oui, de l'amour et puis un petit peu de sous aussi, ça fait aussi plaisir. On va dire c'est kiff-kiff, autant. Ouais.
Et bien sûr, je le précise pas à chaque fois, enfin si, je le précise à chaque fois, vous avez accès à l'émission sans pub, sans même cette partie puisque vous êtes déjà patriote, cette partie où on parle du Patreon, et des épisodes spéciaux, des contenus bonus, il y a plein de choses. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de se priver, ça peut être votre bonne résolution. Mais vous louperez mes vannes. Pendant, Ah bah vous pouvez continuer à écouter le flux public, hein, c'est juste que vous avez aussi accès au flux privé. Mais oui, si vous vous dites que la bonne résolution, par exemple, arrêter de boire, bah c'est pas très marrant. Faire du sport, ça demande des efforts. Là, c'est une bonne résolution que vous pouvez faire tout de suite. Donc hop, vous cochez ça de votre liste, vous avez fait votre bonne résolution et c'est emballé. Moi, franchement, je trouve que ça vous rendrait service. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Le CES commence cette semaine, alors on en parlera en long, en large et en travers la semaine prochaine, donc on va pas faire trop long dessus maintenant, mais juste, en gros, ce qu'il va y avoir, c'est a priori beaucoup de télévision, des trucs enroulables, des trucs comme ça, des trucs avec 2 écrans, téléphone, ordinateur, bien sûr des téléphones avec de la 5G, des télévisions 4K HDR, et puis des voitures, sans doute aussi beaucoup de voitures qui sont devenues un objet tech de plus en plus, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un truc que tu attends spécifiquement du CES ou... Alors absolument pas, moi le CES j'y suis allé plusieurs fois et si je pouvais comparer ça à quelque chose qu'on connaît en France, je dirais que c'est un genre de Darty géant quoi. Voilà, parce qu'on fixe beaucoup sur l'innovation tech, etc. Mais il y a de tout, hein. Ça va du téléphone high-tech à la télé en passant par les machines à laver et compagnie, effectivement les voitures, mais c'est tellement gigantesque, bon voilà, et malheureusement moi ce que j'en ai retiré c'est que quelque part, il n'y a pas vraiment d'innovation, c'est juste la présentation de nouveaux modèles, de ce qui va se faire, etc., ce qui va sortir. Il y a quand même des petits trucs sympas, mais c'est pas là qu'on va pour les trucs vraiment nouveaux, c'est plus la commercialisation. D'ailleurs, c'est ça, ouais. Consumer Electronic Show, donc Exactement. c'est tout ce qui est électronique grand public. Donc voilà, la 5G, les écrans 4K, voire 8K, et puis enfin voilà, on va dire la continuité de notre de ce qu'on retrouvera chez Darty cette année ou l'année d'après quoi. Écoute, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de trucs sympathiques que ça quand même, mais on verra, on aura la réponse la semaine prochaine. Je troll un petit peu, mais bon. Si tout va bien, on aura des réponses intéressantes la semaine prochaine. Ouais, Cédric Ingrand, qui y est, devrait être là avec nous. S'il réussit à rentrer sans avoir la peste du CES et qu'il peut être avec nous, normalement, on en fera le bilan. Quelques petites news passées rapidement. D'abord, je voulais le noter parce qu'ils ont fait ça hyper discrètement. Uber a annoncé que Travis Kalanick, leur ex-président, allait partir du board de la boîte et qu'il a vendu toutes ses actions Uber. Alors, c'est peut-être un bon moyen de se faire de l'argent parce que l'action vaut très cher, mais ils l'ont annoncé, je crois, juste avant Noël, et c'était à la fin de l'année dernière, donc le 31 décembre que ça a été effectif. Ils ont vraiment enterré la news. Je trouve ça intéressant, justement, si on parlait de tendance, parce que Kalanick, c'était le président sulfureux, le fondateur sulfureux d'Uber qui est arrivé et qui a tout cassé, en bien et en mal. Et il sort un petit peu par la petite porte. C'était nécessaire, je pense, pour la croissance d'Uber, parce que Kalanick n'a pas su grandir avec sa société. C'est pas toujours facile, mais là, il a définitivement quitté la boîte, quoi. Et ben, pouvoir faire autre chose, c'est bien. Ouais, on va voir si c'est un one-hit wonder ou s'il peut faire d'autres choses intéressantes. Une décision de la justice européenne qui a établi que les livres d'occasion numériques ne pouvaient pas être revendus. Ils ont invoqué notamment le fait que, comme il n'y a pas d'usure, ça serait un effet néfaste sur le marché du livre numérique. C'est intéressant parce que ça va à l'encontre d'une décision française qui a été rendue sur les logiciels numériques, notamment les jeux numériques, où ils avaient décidé qu'on avait le droit de revendre nos jeux numériques. Là, cette décision au niveau européen dit le contraire. Donc, il va y avoir un clash à un moment. Mais bon, moi, j'en avais parlé à ce moment. Je suis plutôt aligné sur l'idée que, comme il n'y a pas d'usure, ça pose des problèmes de pouvoir les revendre ad vitam. Mais bon, là, la justice fait son travail et on va voir laquelle va avoir gain de cause au final. Il est certain que la décision française va être remontée dans différents tribunaux en France et peut-être même jusqu'au niveau européen. On verra jusqu'où ça va. Ouais.
Apple, Amazon et Google ont enfin décidé avec Zigbee, il ne faut pas que j'oublie, ils ont enfin décidé de se donner la main. Bon, pas pour les OS ou quoi que ce soit de ce type, mais pour les maisons connectées. Ils ont lancé le Project Connected Home over IP, donc le projet de la maison connectée sur IP, donc par Internet. Et c'est donc un partenariat qui va développer des standards de maisons connectées. Donc, on est en train, enfin, après des années et des années et des années, de se diriger vers une standardisation de ces choses-là, ce qui va être évidemment super positif pour ce marché qui continue à croître. Je vais lire deux autres petits trucs du côté d'Apple et de Samsung. Apple aurait une petite équipe d'ingénieurs qui travaillerait à un réseau de satellites. Un réseau satellitaire spécifique à Apple. C'est uniquement à l'état de projet selon les sources de Mark Gurman, mais il serait bien en train d'étudier la faisabilité de la chose. Donc peut-être un réseau satellite Apple un jour. C'est pas si surprenant que ça parce qu'avec les microsatellites, il y a plusieurs sociétés qui sont en train de s'intéresser à ces choses-là. On pense à SpaceX, on pense à Google, je crois, un projet de ce type également. Enfin, ils sont plusieurs. Et le Galaxy Fold 2 serait en préparation aussi, le téléphone pliable de Samsung, qui aurait un écran pliable en verre et pas en plastique. Ça commence à devenir intéressant. Les écrans pliables, évidemment, vont être une tendance dans ces années à venir. C'est une de celles qu'on n'a pas évoquées, mais c'est assez évident. Quelque chose qui te parle? Tu es un fan de la maison connectée, peut-être, Corben? Ouais, alors sur la maison connectée, moi oui, j'aime beaucoup. Et effectivement, ça reste encore quelque chose qui est réservé aux gens qui savent bidouiller. Donc c'est bien que ça se normalise un peu. Sur les satellites, sur les satellites, il y a beaucoup d'astronomes qui gueulent parce que c'est des microsatellites. Ça commence à boucher un peu l'observation des étoiles, etc. Je pense aux satellites de SpaceX là, d'Elon Musk. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des satellites qui sont envoyés par milliers à terme, et c'est des satellites orbite basse, et donc ça reflète beaucoup de lumière de la Terre, enfin ça bouche de la lumière, et donc ça diminue la quantité de lumière qu'on peut obtenir de l'espace, et donc ça pose des problèmes pour les télescopes, et en plus de ça, ça commence à polluer le ciel à tel point qu'il peut devenir dangereux de sortir de l'atmosphère, donc des fusées et des vaisseaux. Ouais, oui. Non, mais le problème, c'est qu'il commence à y avoir énormément de pollution de ce type, en plus de la pollution visuelle de petits morceaux qui se baladent dans l'espace, et on ne sait pas comment. Il y a des théories, alors je ne sais pas si ça va vraiment se produire, mais il y a des théories très sérieuses qui disent qu'à terme, comme ils vont se désagréger, et il y a déjà beaucoup de choses, on pourra plus sortir, et même pour nettoyer ça, c'est compliqué parce que tu peux pas envoyer des trucs pour aller nettoyer. Donc c'est un vrai problème ça qui se pose. Oui, non, mais c'est déjà. Alors, il y a beaucoup de pollution, de débris autour de la Terre, etc. Après, c'est quand même sur des distances assez phénoménales, quoi. Enfin, c'est pas encore. C'est pas comme dans la mer où tu as des continents entiers de plastique. Mais ça le viendra peut-être, hein, mais voilà. Mais c'est le problème avec ces microsatellites, c'est plutôt l'aspect visuel. Parce qu'en plus, ils se suivent et ça fait des espèces de nattes, de traînées, là. Et, enfin, les astronomes gueulent et puis, voilà, forcément, c'est pas très joli. Voilà. Après, c'était quoi ta troisième news? Le Samsung Galaxy Fold 2, oui. Ouais, ça, moi, tu sais, les trucs pliables. Déjà, s'ils faisaient des téléphones qui se cassent pas quand tu les fais tomber, ça serait déjà pas mal. Après, voilà, avec un écran qui se pète pas quand ça tombe sur un caillou, ça serait bien. Mais bon, après que ça se plie ou machin. Et puis pour les... Ouais. Écoute, mon autre prédiction, c'est que d'ici 5 ans, d'ici la fin de la décennie, on va dire, je vais être plus prudent, tu auras un téléphone pliable dont tu seras content. Tu vois, je vais plus loin dans la prédiction. Oui, non, mais c'est bien, c'est cool. D'accord. Moi, je suis content, c'est bien. C'est pas un enthousiasme fou, quoi. C'est juste, ok, pourquoi pas. Ouais, non, pourquoi pas, ouais. Facebook, toujours dans sa conquête du monde, est en train, visiblement, d'après certaines rumeurs, de faire développer un OS propriétaire qui serait pas utilisé en tout cas aujourd'hui pour remplacer les téléphones. C'est pas un concurrent à Android ou à iOS, mais ça serait pour qu'ils aient leur propre OS sur leurs appareils comme les casques Oculus ou les petits, tu sais, le Portal, c'est leur écran connecté c'est un tout petit écran, 5 pouces, qui est posé dans la cuisine. C'est comme les Alexa et les Google Assistants, les assistants vocaux, mais là il a un écran
et donc ils voudraient faire tourner ces appareils sous leur propre OS propriétaire, mais peut-être que ça ira plus loin à terme. Ils ont aussi acheté une société espagnole qui fait du streaming de jeux vidéo qui s'appelle PlayGiga. Donc là encore, on parlait de streaming et de streaming de jeux vidéo. Eh ben, il n'est pas impossible que Facebook se lance dans l'aventure, et c'est marrant parce que depuis qu'on parle de streaming de jeux vidéo, je dis qu'il y a quelques sociétés, une poignée de sociétés dans le monde qui ont l'infrastructure, les réseaux, les serveurs plutôt, pour faire quelque chose comme ça, envoyer des images assez vite et faire tourner les jeux. C'est Google, Amazon, Microsoft et Facebook. Sauf que jusqu'à maintenant, je disais, Facebook, ça les intéresse pas, c'est pas leur cœur de métier, mais c'est juste qu'ils ont l'infrastructure. Et ben là, bon, ça leur a coûté 70 millions, c'est peut-être un petit peu de monnaie qu'ils avaient dans la poche, donc ils se sont dit, on va voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ils sont en train d'étudier la chose. Et Snapchat va lancer Bitmoji TV. C'est des dessins animés qui utilisent des bitmojis, donc les emojis, avec votre visage que vous avez créé vous-même. Donc ça serait généré pour chaque utilisateur, les dessins animés, avec votre emoji spécifique. Ça serait lancé en février. Donc bon, je ne sais pas si tu vas tout à coup te remettre à Snapchat, Corben, mais... Non, mais après, ça confirme la tendance très jeune, enfin leur cible très jeune, quoi, tu vois. Sur tout ce qui est dessin animé, il y a un truc. Moi, j'aime bien regarder un peu ce qui se fait sur YouTube, etc. Et il y a tout un pan mystérieux de YouTube où il y a des jeunes, alors notamment des jeunes filles, hein, qui font des espèces de dessins animés avec un logiciel, je sais pas trop quoi, qui ressemble enfin, qui font un peu comme des logiciel images d'animation, quoi. Ouais, le logiciel d'animation, mais un truc très basique, un peu moche, qui fait un peu du manga, en fait, d'animation un peu, ça tire un peu sur le japonais, et basique et moche, un peu du manga, je pense que tu vas te faire des amis parmi les Non, mais je veux dire, c'est pas du manga très joli, quoi, c'est des trucs, enfin, tu sais, c'est un peu, enfin, moi j'avais des trucs comme ça quand j'étais gamin, c'était des trucs de toon, machin, pour faire des animations avec des petits bonhommes, etc. C'est un peu le même concept. Ils font des vidéos à partir de ça, et en fait, ils inventent des scénarios, enfin, souvent des trucs d'amour à l'eau de rose, des histoires d'ados, quoi, tu vois, mais et ça cartonne, ça fait des millions de vues, c'est un truc de dingue, quoi. Donc quelque part, je pense que Snapchat, c'est pas si loin de ça, ouais. C'est assez proche de ça, et je pense que ouais, ça peut bien fonctionner. Surtout si tu peux créer ton propre dessin animé, alors là, laisse tomber. Ouais, là, j'ai l'impression que à l'arrivée, ça va être, tu vas utiliser ton avatar et les avatars de tes amis, et ça créera pour vous des épisodes de séries animées avec vos avatars, ce qui est une idée marrante, quoi. Mais c'est pas chacun peut créer ses trucs, c'est Snapchat. Mais alors ça sera marrant de voir qui est le méchant de l'histoire, où il va falloir écrire ça de manière intelligente, parce qu'il faudra que tout le monde soit cool, tout le monde participe, tout le monde récupère quelque chose, enfin tout le monde ait quelque chose dans l'histoire de satisfaisant, parce que si t'as genre ton pote qui lui finit largué, fauché dans le dessin animé, c'est pas super cool. Et en 2030, Netflix rachète la techno Snapchat, et du coup tu peux regarder une série genre Casa de Papel avec la tête de ta mère, de tes cousins, tes frères, tes sœurs, toute ta famille, tes enfants qui sont en train de braquer la banque. Pourquoi pas avec des deepfakes, ça peut être marrant, comme ça fait un peu anecdotique, mais ça peut être marrant. Ah ouais, The Witcher avec ta tête à la place, moi je regarde direct. Hein. Ah, moi je veux être le barde, je veux pas être ouais, d'accord. le Witcher. Bon bah je veux bien faire le Witcher. D'accord, ok, très bien. Et on mettra Cédric Bonnet en sorcière maléfique. Moi c'est juste que, en fait, je peux pas parler comme ça pendant tout un épisode, ça serait compliqué. Fraude fiscale, si vous fraudez et que vous affichez votre opulence sur les réseaux sociaux, eh bien la Cour constitutionnelle a jugé que le fisc avait le droit d'aller espionner vos réseaux sociaux pour déterminer si vous fraudez ou pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont admis que c'était acceptable, que c'était légal, mais dans le cadre des informations rendues publiques. Donc, ça me semble être la bonne solution. C'est-à-dire que si c'est des informations auxquelles il faut accéder par mot de passe ou quelque chose comme ça, si votre compte est protégé, eh ben là, ils n'ont pas le droit d'aller regarder. Mais si c'est votre Twitter public ou votre Instagram public, non, mais je veux dire, si par exemple, d'après ce que je comprends du jugement, s'il faut que vous acceptiez
quelqu'un pour voir vos photos sur Instagram, là, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. C'est uniquement quelque chose que vous postez publiquement. Donc ça, c'est pas mal. Proton Mail, qui est un service de mail chiffré qui marche très très bien, a lancé Proton Calendar, c'est une bêta pour le moment, mais c'est une première étape pour peut-être proposer un service chiffré et protégé qui serait une alternative à plus de services de Google. C'est des Suisses, si je ne m'abuse, chez Proton Mail. Oui. C'est ça. Et enfin, TikTok a publié son rapport sur les demandes d'informations des États. C'est marrant parce qu'ils ont dit, alors on en a tant qui viennent d'un temps qui viennent de... C'est des informations que demandent des États sur leurs utilisateurs. Tant des US, tant de machin, et zéro depuis la Chine. Et ce qui est marrant, c'est que évidemment TikTok, c'est la version occidentale, enfin hors de Chine du logiciel. Ils en ont un, je me souviens plus du nom, mais ils en ont un équivalent en Chine. Et là, je suis à peu près certain que c'est open bar pour le gouvernement chinois. Mais c'est marrant qu'ils se distancent complètement de la Chine autant qu'ils peuvent, et ils ont raison parce que le stigmate est là, mais ils ont dit non, on a eu aucune demande de la Chine. Donc bon, voilà, il faut savoir que évidemment la Chine aurait pu demander des informations sur des utilisateurs de TikTok aussi, même si l'app est moins populaire ou pas utilisée en Chine. Mais bon, le fait qu'ils disent zéro requête de la Chine, c'est notable. Ok. Proton Mail, toi, tu recommandes ? Ouais, je recommande, ouais, c'est bien. Après, je l'utilise pas au quotidien, j'ai quelques comptes là-bas, mais j'y vais jamais. Mais d'accord, pour tester, mais après, dire, non, si c'est bien. Ouais. Ce que j'aime bien avec Proton Mail, c'est que c'est vraiment un service facile à utiliser, facile à mettre en place, et qui fonctionne exactement comme les services auxquels on est habitué. C'est un webmail qui a toutes les options pour utiliser comme les mails classiques. Mais il est chiffré de bout en bout, et maintenant ils ont une option calendrier. Je trouve que c'est un bon service, quoi. Ouais, ça marche très bien, et puis bah voilà, ça permet d'esquiver Gmail, surtout. C'est ça, oui, exactement. C'est une vraie alternative sécurisée à Gmail. Donc, voilà. Sans avoir besoin d'être un techos, de s'y connaître, etc., de monter un serveur de mail. Voilà, c'est facile, quoi. Donc c'est proton, comme un proton, hein, un électron, proton, positron, positron, et mail. Et puis la dernière petite news que je voulais mentionner parce que j'ai trouvé ça marrant, il y a une nouvelle app de jeu qui se joue entre amis, ou pas entre amis, mais entre participants du jeu, qui va piocher une photo dans votre bibliothèque de photos de votre téléphone, qui la montre. C'est chaud, ça. On va la piocher au hasard, mais au hasard, ouais, c'est chaud, ça. qui la montre à tout le monde. Et ensuite, donc il y a les jeux, vous devez deviner, machin. On va jouer. Est-ce que tu serais prêt à faire un truc comme ça ? Bah, moi, il n'y a pas de photo de ma bite ni de moi tout nu, ni de gens tout nus dans mes. Donc voilà, donc ça, d'accord. Oui, je pourrais, mais après, avec qui jouer, tu vois, tu aurais des photos, je sais pas, des enfants, tout ça, enfin des photos standards, quoi. Mais bon, avec des membres de la famille, c'est pas gênant. L'idée, c'est que ça s'appelle photoroulette, hein, ça évoque le bon vieux chat roulette à l'époque, mais l'idée est marrante, mais dans la pratique, tu dis, qu'est-ce que ça... Soit tu as des photos un petit peu olé olé, et là, du coup, c'est genre, oh mon Dieu, mais est-ce qu'il va... Et soit t'en as pas, et t'es un petit peu malin, et tu vas pas stocker des photos comme ça, parce que on sait bien que si c'est stocké quelque part, vous avez toujours une chance qu'il y ait un problème et que ça leak. Donc, soit vous êtes un petit peu malin, vous faites pas ce genre de choses, et du coup, c'est pas super marrant. Tu vas avoir une photo de mamie à l'anniversaire. Soit t'es avec des amis, bon, ça peut être marrant. Soit t'es avec des étrangers, et ça n'a aucun intérêt. Alors, le concept est pas nouveau, hein. Moi, j'ai déjà testé ce genre d'appli. C'était en 2008-2009. J'étais sur un truc comme ça. Et il y avait beaucoup de photos de bouffe. Les gens partageaient beaucoup de photos de bouffe. Et beaucoup de... Alors, ça allait pas piocher dans ta bibliothèque de photos, mais en gros, les gens prenaient une photo et ça s'envoyait à quelqu'un. Voilà. Au hasard. Et alors il y avait quelques photos de zizi magnifiques, hein, bien sûr, mais il y avait, moi ce que je me souviens, c'est que c'était beaucoup de photos de bouffe et beaucoup de photos de crottes au fond des toilettes. Voilà, les gens avaient bien posté ce qu'ils venaient de faire le matin, donc ouais, il y avait ça aussi. Ouais, mais si tu choisis toi-même la photo, c'est très différent que si elle va être piochée au hasard dans ton... Bon.
Donc voilà pour notre premier épisode de cette année, de cette décennie. Je persiste et je signe de cette décennie. Et j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et si vous en voulez un petit peu plus, bien sûr, vous pouvez aller retrouver Corben sur... Alors, sur plein d'endroits, hein, parce que moi, 2020, c'est l'année de la créativité, donc ça sera sur le blog, corben.info, sur Twitter, Corben, sur Instagram, Corben00, j'en profite, hein, je vais faire ma pub de partout. Bien sûr. Là, dernièrement, donc, je me suis mis à faire un peu de musique sur l'ordi, donc maintenant c'est sur SoundCloud. Je crois que c'est Corben-musique, si vous l'écoutez, ici, musique à l'américaine. Voilà, je débute, hein, donc soyez indulgents. Et puis j'ai pour projet de créer un petit podcast qui parlera pas du tout de tech, mais qui devra arriver là courant janvier. Donc voilà, à voir sur mes réseaux. D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup, Corben. Et le lien vers ton compte Twitter sera évidemment dans les notes de l'émission. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez des belles photos de mon environnement, c'est sur Instagram, Note Patrick évidemment. Sur frenchspin.fr pour commenter sur cet épisode, s'il y a des choses que vous voulez nous dire, si on a dit des choses intelligentes ou pas, n'hésitez pas à venir commenter. Et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur Frenchspin et dans votre app de podcast, le rendez-vous jeu où on a passé en revue les jeux de l'année dernière il y a quelques semaines. Donc ça, c'est un gros épisode évidemment que je vous encourage à aller écouter. Et là, dans quelques jours, une semaine, on va passer en revue les jeux qui vont arriver l'année prochaine. Et l'année prochaine est une grosse année puisqu'on va avoir des nouvelles générations de consoles. Si vous êtes même intéressé de loin par les jeux vidéo, allez écouter le rendez-vous jeu. Je pense que vous l'aimerez bien. Et enfin... Bien sûr, si vous appréciez cette émission, si vous avez passé un bon moment et si vous avez une bonne résolution à cocher de votre liste, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. C'est facile, c'est rapide, ça fait plaisir à vous et à moi. Et comme je le disais, c'est plus facile que faire du sport ou arrêter de boire, donc ou arrêter le coca ou ce genre de truc. Moi, je dis tout ça, laissez-le pour l'année prochaine. Cette année, devenez patriote du Rendez-vous Tech. Je pense que ça vous fera énormément de bien. Bon, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Pour avoir un site internet bien conçu, bien référencé et bien sécurisé, il y a ceux qui galèrent bien, mais alors vraiment bien. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site facilement avec un outil intuitif, et ceux qui préfèrent ne rien faire. Pour eux, One & One Yonos s'occupe de tout. En plus, avec One & One Yonos, on peut toujours faire appel à son conseiller personnel, comme s'il était dans le bureau d'à côté. À choisir, vous préférez quoi? Un tuto ou un conseiller que vous finirez par tutoyer? À bientôt sur ionos.fr/podcast. Bonne écoute.